Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire, l'émission où je réponds à vos questions de la semaine. Bon, vous l'avez peut-être compris et entendu puisque ça résonne, mais on va changer de décor, donc rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir tout ça. D'ici là, on s'intéresse à l'actualité de Stockspace. On se fait plaisir avec les images des tests de Stockspace. Bonjour Simon, Stockspace nous a effectivement régalé voilà quelques jours avec une séquence qui n'était pas attendue. Celle d'un saut de leur prototype de second étage réutilisable. Il a volé pendant environ 15 secondes jusqu'à une altitude de 10 mètres environ. Ce n'est pas l'essai du siècle, mais c'est la démonstration que certaines des technologies clés de l'entreprise fonctionnent. Pour rappel, Stockspace développe un lanceur entièrement réutilisable comme le Starship, mais au fonctionnement bien différent. Le premier étage sera assez similaire à ce qu'on connaît déjà grâce à la Falcon 9. Au second étage, on retrouvera un dôme cerné d'un anneau de moteur. Refroidi activement, il a 2 fonctions. En phase propulsive, il sert de rampe aérospike, et en phase de rentrée atmosphérique, il sert de bouclier thermique. Ce modèle ingénieux doit encore faire ses preuves, et voilà quelques jours, Stockspace a démontré qu'il est possible de contrôler et de diriger un véhicule exploitant un anneau de moteur, en modulant la poussée de ceux-ci. Pour les atterrissages verticaux, on a l'habitude de voir utiliser des moteurs orientables. C'est une technologie pas si simple à maîtriser et qui alourdit la masse morte du lanceur. La technique de Stockspace n'a pas besoin d'actionneurs supplémentaires. Elle peut se contenter d'un simple programme informatique pour coordonner la poussée des moteurs disposés sur l'anneau. Pour aller dans une direction, il suffit de faire pousser plus fort certains moteurs de l'anneau et moins fort certains autres. Pas besoin de tuyères orientables et d'embarquer les centaines de kilos de masse morte de leur actionneur. A priori, ça marche, au moins pour des vols courts. Le dôme qui fait office de rampe aérospike semble également avoir bien supporté le stress de ces quelques secondes de vol. Il est encore trop tôt pour dire si l'architecture fonctionne. Il faut voir comment le dôme se comporte avec 2 fois plus de moteurs, qui poussent pendant de longues minutes. Et bien entendu, il faut également qu'il passe le test d'une rentrée atmosphérique. On peut aussi se poser des questions sur les pieds tels qu'ils ont été testés ici. On imagine qu'il ne s'agit pas d'un design final. Peut-être même que le second étage n'aura pas besoin de pieds du tout. Il pourrait revenir se poser sur un corps d'eau ou effectuer une mini-impulsion avant le contact, comme la New Shepard de Blue Origin, pour ensuite simplement reposer sur son dôme. Ce qui est sûr, c'est que les pieds tels qu'on les a vus lors de cet essai ne survivraient certainement pas à une rentrée atmosphérique. Il y aura donc au moins un peu de changement sur l'architecture globale. Dans le communiqué qui accompagne l'essai, Stockspace signale qu'ils vont maintenant accentuer leurs efforts sur le développement du premier étage. Pour aller au bout de l'aventure, il leur faudra cependant lever bien plus de fonds. $1 milliard nous paraît le strict minimum pour développer un lanceur aussi ambitieux. Pour le moment, l'entreprise n'a pas réuni le 10e de cette somme. Il y a donc un défi financier qui accompagne le défi technique. Puisqu'on parle d'essais pour des prototypes futuristes, SpaceX vient également de tester son moteur Raptor dans des conditions très particulières. C'est la NASA qui a communiqué dessus, et pour une bonne raison, cet essai concerne le programme Artemis. Le Raptor a été mis à feu après avoir été refroidi à des températures extrêmes. On n'a pas le chiffre exact, mais elles étaient censées simuler des conditions qu'on retrouve dans l'espace profond. Le test s'est bien déroulé, et on est donc un peu plus près d'un Starship lunaire. Il reste cependant encore bien du travail à accomplir. Le passage du sol à l'orbite est le plus pressant et dépendra en grande partie de la prochaine tentative, qui dépend elle-même d'une nouvelle évaluation environnementale. Cela pourrait prendre quelques semaines comme quelques mois. Il va cependant falloir commencer à accélérer pour se donner une chance de voir le programme Artemis délivrer ses promesses avant la fin de la décennie. Il est encore possible de mener la mission Artemis 2 sans grande avancée dans le programme. Celle-ci devrait ainsi avoir lieu l'année prochaine. Après ça, le Starship doit être au rendez-vous, sans quoi c'est tout Artemis qui sera à l'arrêt. Le temps commence à courir et la pression sera à son maximum pour le prochain essai orbital, on l'espère, avant la fin de l'année.
Pour la deuxième question, on part du côté de la Lune et on va voir ce qui se passe du côté de la Gateway. Quelle est l'actualité autour de la station Gateway? Le calendrier en est où? Bonjour Michel Guy. Ça fait en effet un petit moment qu'on n'a pas parlé de la Gateway sur la chaîne, mais pas d'inquiétude, elle suit son cours. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, il s'agit d'une station spatiale qui va être assemblée en orbite autour de la Lune dans les années qui viennent. Certains la trouvent un peu superflue, elle ne sera pas utilisée pour Artemis 3, ce qui est bien la preuve qu'elle ne sera pas nécessaire pour ramener des humains à la surface. D'autres trouvent au contraire qu'elle va permettre de nouvelles applications qui ne sont pas possibles sur Terre ou à la surface de la Lune. Des robots à la surface de notre satellite pourront être télécommandés en temps réel depuis la station. Elle représentera aussi au mieux les conditions qui règnent dans un vaisseau habité devant faire un voyage interplanétaire. Contrairement à l'ISS, elle ne bénéficie pas de la protection du champ magnétique terrestre. Une bonne partie des expériences menées à bord devraient donc concerner les radiations du Soleil et du rayonnement cosmique. Pour ne pas trop jouer avec la vie des humains, la station sera largement automatisée. Elle sera capable de mener certaines expériences sans personne à bord. Des séjours de quelques dizaines de jours pourront cependant y être menés environ une fois par an. D'une certaine manière, c'est presque une station qui est plus pensée pour préparer le voyage vers Mars que pour soutenir le retour sur la Lune. La station sera tout de même intégrée dans le programme Artemis, à commencer par la mission Artemis 4. Celle-ci a deux objectifs, elle devra d'abord s'occuper d'amarrer le module iHab, fourni par l'Europe, aux deux premiers éléments de la station, les modules PPE et Halo, fournis par les États-Unis. Cette opération devrait avoir lieu autour de 2028. Les deux éléments américains seront pour leur part lancés fin 2025 dans une mission dédiée à l'aide d'une Falcon Heavy. La Gateway va ainsi faire son bonhomme de chemin en parallèle du programme Artemis. Elle devrait finir d'être assemblée en 2029 avec la livraison du module Esprit et du Canadarm 3. Elle pourra alors devenir un hub d'amarrage pour les vaisseaux Orion et les atterrisseurs lunaires Starship ou Blue Moon. Elle sera également ravitaillée en fret par le vaisseau Dragon XL de SpaceX. À plus long terme, elle pourrait constituer le port de départ des missions habitées vers Mars au cours des années 2030. Si elle est alors encore fonctionnelle, on peut imaginer l'utiliser pour assembler des vaisseaux multimodules qui seraient destinés à partir vers la planète rouge. La NASA a évoqué ce rôle à demi-mot, mais il est encore bien trop tôt pour savoir si une telle architecture prendra un jour place. Pour le moment, on peut se concentrer sur la première brique de la Gateway, c'est-à-dire le module PPE, qui n'est pas pressurisé et fournit les fonctions de propulsion et d'alimentation électrique, et le module Halo, qui sera le premier module habitable. Tous deux sont en cours de construction et rien ne laisse pour le moment présager d'un retard. Ils sont déjà financés par la NASA à hauteur de 375 et 935 millions de dollars respectivement. Pour le module Halo, on a toutefois une petite ombre au tableau. Northrop Grumman a annoncé voilà un mois qu'il pense déjà dépasser ce budget de 36 millions de dollars. On n'est pas sur des sommes catastrophiques, mais c'est une tendance qu'il faudra surveiller. Le budget de la NASA pourrait se resserrer dans les années qui viennent, ou du moins ne pas continuer à grossir, ce qui en période de forte inflation revient au même. Il y a déjà des discussions sur le retardement, voire la suppression de certains projets de premier plan, comme le retour d'échantillons martiens. Dans ce contexte, quand on se rappelle que la Gateway n'est pas essentielle à Artemis, ces détracteurs risquent de voir leurs arguments prendre du poids. Pourquoi s'embêter avec une station à plusieurs milliards de dollars alors qu'on peut très bien faire les rendez-vous orbitaux sans elle? En cas de suppression du programme, cela forcerait la NASA et l'ESA à passer les dépenses déjà engagées en perte pure et simple. Ou qui sait, peut-être que l'Europe pourrait trouver là l'ossature d'une station souveraine. Bref, inutile de se perdre en conjectures. Pour le moment, la Gateway est sur les rails et aucune agence n'a laissé transparaître de doute quant à son avenir. On va donc se montrer patient pour voir si son premier lancement aura bel et bien lieu en temps et en heure, ou du moins avec un retard acceptable. Une fois les deux premiers modules en place, il deviendra bien plus difficile de justifier un éventuel abandon. Voilà, cet espace commentaire est déjà terminé, j'espère que vous avez appris des choses. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec beaucoup d'actualités et encore du James Webb. Mais d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.